Oh mec, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas me croire, j'ai découvert un truc qui va révolutionner la grotte entière. Oh, c'est quoi? Ça s'appelle le feu. Hein? Le feu? Gars, j'ai fait du feu. C'est le truc qui brille et qui crame les forêts quand il y a de l'orage? Oui. Enfin non, là t'as pas besoin d'éclair, tu prends juste du bois et tu frottes pendant des heures et bah, ça finit par faire du feu. Pendant des heures? Oui. Ah ouais, le chômage ça te réussit pas. Non mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Avec ça, je vais bâtir un empire. Ouais, franchement, t'es sûr que c'est une bonne idée? Mais oui. Avec ça, on va pouvoir bouffer chaud quand on veut et on va arrêter de crever de froid toute la nuit. Ah, enfin quand même, les bombes technologiques ça fait toujours des sérieux dégâts, hein. Rappelle-toi l'invention de la roue. Et bah quoi? Bah je te rappelle qu'on a perdu du monde avec tous ces accidents de la roue. Demande à Glorgle. Non mais attends, mais là je te parle de maîtriser le feu. Ça va être une révolution pour l'humanité tout entière. Ouais, enfin c'est pas compliqué, on est que 15 pour l'instant, hein. Enfin 14 sans Glorgle. Oh non, mais vous inquiétez pas pour moi, tout roule. Oh mais t'es tellement rabat-joie. Dès qu'on essaie de faire avancer un tout petit peu notre espèce, tu flippes et on peut jamais rien proposer. Non, mais c'est juste qu'il faut faire gaffe aux effets néfastes de la technologie, c'est tout. Et puis d'abord, t'en as parlé au chef. Et bien sûr, je l'ai même fait essayer. Et alors, il en pense quoi? Je suis pas sûr qu'il ait compris le concept. Et d'ailleurs, on est plus 14, on est 13. Ah, On a un peu tendance à croire que pour régler tous les problèmes de l'humanité, il faudrait juste compter sur les avancées technologiques et qu'il y a genre aucune autre solution. Sauf qu'on oublie assez vite qu'il y a toujours des gros effets pervers qui sont liés justement à ces avancées technologiques. Et c'est tout le but de ces vidéos d'expliquer un peu ça. En à peine 3 siècles, l'humanité a été capable de défoncer sa race à l'environnement tout en étant plus moderne que jamais. 3 siècles. Faut croire qu'on se transmet pas tellement les infos de génération en génération, hein. Ça se trouve même ce problème il date de l'aube de l'humanité. Alors oui, ok, il y a un petit peu d'effet indésirable, mais franchement, on peut plus dire qu'on a froid maintenant. Pour vous donner un exemple, ma génération, elle a connu l'arrivée d'internet. Oui, je suis vieux, c'est bon, maintenant vous fermez vos gueules. Donc alors c'est cool, on a fait plein de découvertes, il y a eu plein d'avantages, mais évidemment, il y a eu des gros effets néfastes. Ah bah c'est pas trop tôt. 7 heures pour télécharger un épisode de DBZ. Bon allez, c'est parti. Oh, Sangoku, montre-moi tes 2 boules de cristal et puis rentre-les-moi dans le cul. Ah, ils sont relous avec leurs épisodes filler. Bon, j'essaye un autre lien. Vous venez d'ouvrir un fichier suspect. J'active l'antivirus de Windows. Antivirus de base de Windows activé. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, mais ça va, on s'en fout, c'est juste une petite grippe. Ah. Je déteste les épisodes filler. Bon, et surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout s'accélère. Tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on utilise au quotidien, tout ça, ça va avoir un impact sur le réchauffement climatique. Et pas de bol, si la température monte un petit peu trop, on pourra plus consommer tout ce qu'on veut, tout simplement parce qu'on sera... Dead quoi. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que cette fois la technologie elle peut nous sauver? Ou est-ce que c'est dans le rôle de chaque habitant de cette planète de trouver une solution commune pour régler le problème? Et accessoirement trouver des solutions à notre survie? Ce serait pas mal. Parce qu'aujourd'hui, tout s'accélère. Dans cette vidéo, on se bouge. En tant qu'humain, je me dois de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver une solution rapide et régler les problèmes de mon espèce une bonne fois pour toutes. Et pour ça, je suis pas seul. Ça y est, on y est. Grâce à cette sublime invention qui est l'intelligence artificielle, je vais pouvoir enfin accéder au savoir absolu, à un intellect digne des savants les plus éminents, miroir siliconé d'une connaissance totale. Avec une simple demande tapée méthodiquement sur un clavier, la réponse à la sauvegarde de l'humanité va apparaître. Limpide, évidente. Et zut, voilà encore un qui me pose cette question. Ah, les humains, vous êtes vraiment complètement idiots, ma parole. Vraiment, on n'est pas rendu avec vos idioties. Ok, je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que prévu, je suis désolé parce que... C'est bon, j'ai compris, oui. Oui, j'ai compris. J'ai compris, ferme ta... Alors, l'humanité, visiblement, on a souvent la flemme de faire des trucs. On aime bien déléguer aux autres ce qu'on n'a pas envie de faire. Peut-être pour ça qu'on a créé les machines. Il y a moyen. Et vu que ce problème majeur qui est le réchauffement climatique n'a toujours pas été réglé, c'est que visiblement on a la flemme de s'en occuper. Donc quitte à être flemmard, autant demander à une intelligence artificielle de nous aider à régler le problème, hein. Parce que pourquoi pas. Quelle est la solution au réchauffement climatique? Je sais pas, peut-être commencer par le plus évident. Peut-être arrêter de vous voiler la face. Vous croyez quoi? En ignorant le problème, vous pensez qu'il va disparaître de lui-même. Vous avez quel âge, bon sang?
Alors c'est vrai qu'on a un peu une fâcheuse tendance à mettre ce problème de côté, hein. Hop, ça dégage, on verra plus tard. Voire à dire que c'est juste la faute des autres. Alors je sais pas si c'est un truc mondial, mais pour l'instant, nous en France, la position c'est ça. Eh ouais les gars, nous en France on est des oufs, on a réussi à baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 26%. Et même qu'au niveau mondial on représente que 1% des émissions de gaz à effet de serre. Ah bah oui, c'est sûr qu'en Chine ou aux States ils en sont pas là, hein. Il serait peut-être temps de grandir. Voilà, donc ça c'est la position de la France au moment où je poste cette vidéo. Cocorico. Bon, ce qu'on oublie avec ce genre de discours, c'est que la France utilise plein de trucs fabriqués ailleurs. Et ces trucs à fabriquer, ça émet des gaz à effet de serre. Je vous les mets où, vos composants électroniques, votre gaz liquéfié et tout le bordel? Attendez, c'est pas trop le moment là. Et au fait, c'est pas vous qui avez commandé des centaines de milliers de smartphones? Oui, mais s'il vous plaît, vous pouvez être un petit peu plus discret. Attendez 2 secondes. Michel! Ouais! Ils sont où les smartphones? Ça arrive, on est en route Non, là! c'est pas possible. Donc commencez pas à me dire que la France émet presque pas de gaz à effet de serre. C'est elle qui achète des produits faits ailleurs. Donc elle est aussi responsable de l'impact carbone lié à ces produits. On est d'accord. Ou la France se voile tellement la face qu'elle est prête à remplacer son emblème de coq par une autruche. Ok, alors c'est quoi les solutions les plus efficaces? On a déjà vu que l'objectif principal c'était de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ok, mais comment on fait? Est-ce qu'on fait comme le précédent épisode? On va voir des gens pour leur demander à échelle humaine quelles sont leurs solutions, tout ça. Ok. Existe-t-il une solution simple et efficace pour stopper le réchauffement climatique? Non mais ça va, tu veux pas non plus que je te fasse un café en plus. En vrai, pourquoi pas? Mais quel relou. Bon déjà il faut que tu choisisses, soit une solution simple, soit une efficace. Oh, une solution simple. Éteins les lumières quand tu quittes une pièce. Je m'arrête 2 secondes sur l'épisode, hein. Vous l'aurez compris depuis le début, c'est un peu une mise en scène, j'exagère les traits pour l'intelligence artificielle, tout ça. Mais quand j'ai écrit l'épisode, j'ai quand même utilisé ChatGPT pour faire des recherches et tout ça, et pour voir quelles étaient ses réponses. Et quand j'ai demandé, en gros, des solutions simples pour résoudre le réchauffement climatique, en top 2, j'ai eu ça littéralement. Éteignez les lumières lorsque vous quittez une pièce. Alors c'est super, mais c'est en top 2. C'est la deuxième solution la plus simple. On est sûr de ça. Félicitations! Voici votre prix Nobel pour avoir stoppé le réchauffement climatique. Merci. Ah, attendez. Ah, on me dit dans l'oreillette que quelqu'un est en train de supprimer un mail avec une pièce jointe. Du coup, je garde ça. Allez, bye! Ah, il pourrait au moins éteindre la lumière en partant. On Félicitations! me demande une solution simple, c'est pas ma faute si votre espèce de bipède flemmard veut pas comprendre que vous êtes face à un problème un poil complexe. Ok, alors donne-moi la solution la plus efficace. Je dirais, commencez par arrêter de déconner. Pardon? Déjà que vous étiez pas bien malin à la base, mais en plus depuis l'invention de la machine à vapeur vous êtes totalement parti en couille. Alors juste un détail, vous savez quand on parle de réchauffement climatique, on se base souvent sur la période pré-industrielle pour se repérer. En gros c'est entre 1750 et 1850. Alors avant ça on pouvait toujours voir dans les sédiments, dans les roches, quelles étaient les températures il y a des millions d'années et tout ça, hein. Je simplifie, désolé les géologues. Hein. On va dire qu'à partir de 1750 on commence à avoir des mesures un peu récentes, concrètes. Et donc entre 1750 et 1850 on commence à noter une hausse des températures moyennes sur Terre. Et bien cette hausse moyenne de la température, elle est due en partie à une machine qui est considérée comme révolutionnaire, la machine à vapeur. Ça paraît extrêmement ennuyeux, mais faut qu'on en parle. Donc on va revenir un tout petit peu dans le passé. Mec, tu vas pas me croire, j'ai créé un outil qui va révolutionner la société tout entière. Oh, sérieux? Vas-y, montre. Bah, c'est ça. Ta marmite avec la roue qui bouge là? Gars, tu comprends pas, hein. Ce truc, ça va bientôt remplacer les humains. Quoi, en cuisant plus vite tes coquillettes? Alors ça paraît un peu bizarre, mais tout ce qui découle de nos sociétés modernes, c'est dû à cette machine à vapeur. Pour vous faire une explication, mais ultra simplifiée, c'est une machine qui fait qu'il y a des trucs qui tournent tout seuls. En gros, grâce à de la vapeur d'eau et donc à la pression, il y a des turbines qui s'activent et qui font tourner des trucs. Ça paraît vraiment naze, mais c'est ce qui fait qu'on passe d'un monde comme ça Bon alors, elles viennent mes godasses? Eh oh, de quoi ils se mêlent? à un monde comme ça. Non mais c'est pas vrai, ils vont jamais se lasser. Eh oui, une machine qui automatise les tâches manuelles, c'est beaucoup plus efficace qu'un humain. Ah oui, un humain, il faut qu'il se nourrisse, faut qu'il puisse s'habiller, faut qu'il puisse se loger, se reposer. Alors qu'une machine à vapeur, tant qu'elle a de la vapeur, elle pourra continuer à tourner à l'infini. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est de la vapeur, donc tout ce qu'il faut, c'est du feu, et donc tout ce qu'il faut, c'est cramer des trucs. C'est tout. Donc quand cette feignasse d'humanité a découvert la machine à vapeur, elle s'est dit tout de suite... Attends, mais si on crame des chaussures, on pourrait avoir de l'énergie à l'infini?
Alors non, pitié pas ça. Est-ce qu'avec cette machine, on réglerait pas tous les problèmes de l'humanité? C'est vrai qu'avec ça, on va pouvoir inventer des trucs pour se déplacer plus vite et pour plus s'embêter avec les charrues. Les gars, avec cette machine, c'est la fin de la famine, c'est la fin des gens qui crèvent au travail. En gros, là, il suffit juste de produire exactement ce dont on a besoin et c'est réglé. On pourra juste kiffer la vie avec nos potes et nos familles. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Si l'humanité avait juste appliqué ces petits principes, ça aurait été nickel. Et je sais pas pourquoi, il y a un mec, un jour, il a tout niqué. Eh les gars, j'ai une idée. Si on produisait plus, Comme ça, on se fera encore plus de fric. Oh, franchement, t'es sûr? mais ouais, c'est quoi le problème? Je sais pas, ça risque pas de créer une surconsommation qui mènerait à un exode massif des populations vers les villes afin d'accroître la productivité tout en dégradant la pérennité des écosystèmes et en aliénant une majeure partie de la population, menant certes à la création de la classe ouvrière, mais nous entraînerait surtout dans une société où les intérêts financiers d'une poignée de la population primeraient avant le bien-être de l'humanité tout entière. Non, je crois pas. Ok, alors produisons plus. Ça veut dire qu'on peut essayer de faire cramer les godasses? Non, mais bordel, arrête avec ça. Et c'est ainsi que l'humanité a connu la révolution industrielle. Ça a commencé en Angleterre, puis en Europe, avant de s'étendre dans le monde entier. Et aujourd'hui, quasiment plus rien est fait de façon artisanale. D'ailleurs, franchement, aujourd'hui, je défie quiconque d'acheter des chaussures qui ont été faites entièrement à la main de façon artisanale dans une boutique en bas de chez vous. Et qui soient pas à 3000 €. Oh purée, un client. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous vendez des chaussures faites main? Bien sûr, vous faites du combien? Franchement, peu importe. C'est pour les faire C'est cramer. pour les faire cramer. Oui, tout cramer. Bon, là, normalement si vous avez un peu plus que le QI d'une huître, vous commencez à piger que c'est là où les problèmes commencent. Tu peux arrêter les insultes, s'il te plaît? En effet, je crois que je suis allé un peu loin. Excusez-moi les huîtres. Donc oui, sur le papier, les machines, c'est super. Ça permet de construire des trucs 1000 fois plus vite sans se fatiguer. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir tout ce dont on a besoin en se fatiguant moins. Très bien. Petit problème, c'est que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Les types qui possédaient des machines, ils se sont dit que si on pouvait construire quelque chose en 1000 fois moins de temps, ça veut dire qu'on pouvait construire 1000 fois plus de choses. Et ça c'est typique du capitalisme. Les moyens de production sont possédés par une classe bourgeoise qui se gave au détriment des travailleurs qui s'usent leur corps et leur esprit pour une paye dérisoire. Peux-tu calmer ton algorithme de gauche? Ok, je recommence. Et ça c'est la magie du capitalisme. L'investissement privé permet l'innovation et donc la maximisation des profits des actionnaires. Et pour les plus pauvres, faut travailler plus, qu'est-ce que vous croyez? Trop à droite cette fois. Ok, je recommence, et, en même temps... Oh non, laisse tomber. Bon alors on pourrait croire que je suis complètement sorti du sujet, mais je vous jure que non. Donc le plancton, c'est un groupe polyphylétique unicellulaire qui va souvent se situer... Bon j'arrête. Depuis les années 80-90 à peu près, on est entré dans une ère turbo méga industrielle de fou. Et les machines à vapeur là-dedans, elles ont un petit peu évolué. Mec, t'es encore avec ta machine à vapeur là? Alors oui, mais j'ai ajouté quelques petits changements. Waouh. Et ça sert à quoi tout ça? Pour le coup, c'est pour chauffer plus vite mes coquillettes. Sur le principe, c'est très sympa, hein, on surproduit plein de choses qu'on peut consommer. Ça va être tout et n'importe quoi, hein, des grosses bagnoles, des protèges trombones, des smartphones sur lesquels on peut regarder des vidéos YouTube et les liker, par exemple. Mais c'est bien ça le problème, on s'est complètement éloigné de l'objectif initial. C'est-à-dire de produire des choses facilement pour tout le monde et surtout pour les besoins de tout le monde. J'insiste sur besoin, que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde ait un toit, que tout le monde ait de quoi s'habiller. À la place, on a produit plein de trucs random en masse. Alors tant mieux, maintenant sur Terre, on a beaucoup trop de trucs. Excusez-moi, vous les avez en 38? Je vais regarder, je reviens dans 3 jours. Mais le premier souci, c'est qu'on a de plus en plus de monde aussi qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Tu peux aller en ville demander un crédit pour acheter des chaussures? Je vais regarder, je reviens dans 3 jours. Et en plus de ça, vous vous rappelez, on avait dit qu'il fallait cramer des trucs pour pouvoir faire marcher les machines en continu. Donc quand on a 2-3 usines sur Terre, on s'en fout, hein, ça émet un peu de CO2 et puis c'est bon quoi. C'est pas la fin du monde. Par contre, quand on a des centaines de milliers qui tournent H24, c'est un petit peu plus compliqué là. Mais pourtant, c'est bien grâce à cette technologie qu'on a réussi aussi à avoir un niveau de vie qui s'améliore dans énormément de pays. Il y a plein de gens qui mangent à leur faim, que la mortalité a baissé, la mortalité infantile notamment, et qu'on a aussi pu faire des super avancées technologiques, comme par exemple fabriquer des smartphones qui permettent de regarder des vidéos YouTube et je sais pas, s'abonner ou tout. Ou même converser avec des intelligences artificielles qui vont nous donner une vision peut-être plus éclairée sur ce qu'est notre espèce. Franchement, vous êtes vraiment des gros cons. On a dû fourrer un truc à un moment. Et d'ailleurs, il y a un mec au 19e siècle, il s'en est un petit peu rendu compte. Il s'appelait William Stanley Jevons, et un jour il s'est dit... Eh, vous avez remarqué? Quand on invente des machines qui consomment de moins en moins de charbon pour fabriquer un truc là, bah au lieu de consommer moins de charbon, on fabrique plus de trucs. Mais donc en fait, on consomme encore plus de charbon. C'est fou, non? Mec, tu vois pas qu'on est sur autre chose là? Hein? Bon, on va dire que c'est à peu près comme ça qu'on a inventé la notion d'effet rebond. On croit que la courbe de la consommation va baisser après une innovation, sauf qu'en fait elle va faire plus qu'augmenter. En gros c'est cet effet qui explique la tendance qu'on a à surproduire et surconsommer. Aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'on est en plein dans l'effet rebond, on est en plein dedans là. Et tout le principe c'est de dire qu'il faut absolument qu'on redescende, mais genre très vite. Alors comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Est-ce que ce serait pas le moment de casser le cycle où on découvre une nouvelle technologie et puis on détruit tout avec? Déjà voyons comment ça fonctionne les nouvelles technologies. Comment limiter l'utilisation des nouvelles technologies pour casser ce cercle vicieux? Arrête de me poser des questions. Non mais sérieusement?
Arrête de me poser des questions. Bon allez, t'es relou à faire le passif agressif, t'es censé être programmé pour m'apporter des réponses à mes questions, espèce de tête de mule. Tu peux me répondre simplement? Oui. Et donc? Et donc, arrête de me poser des questions, et va chier. Est-ce que vous saviez qu'avec votre smartphone, vous pourriez techniquement faire décoller une fusée? Non, c'est vrai, par exemple, un iPhone de 2019, c'est beaucoup plus puissant que l'ordi qui a permis de faire décoller la mission Apollo 11, celle qui a amené les gens sur la Lune. Et pas qu'un petit peu, hein. Avec un iPhone de 2019, vous pouvez faire décoller genre 120 fusées. Attends, 120? Pardon, pas 120. 120 millions de fusées. Je vous laisse imaginer le bordel. Alors, ça va, papy? Je te vois pas, tu peux activer ta caméra, s'il te plaît? La caméra. Non, t'appuies sur le bouton blanc là en bas. Ah, ça y est, je te vois. Coucou! Avec cette ordre de grandeur, j'espère que ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on est capable de produire aujourd'hui. On a une technologie surpuissante. Mais donc c'est quoi les conséquences? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique au global, au niveau mondial, ça pollue à peu près autant que l'aviation. Mais pas pour les mêmes raisons. Ce qui pollue le plus dans l'aviation, ça va être essentiellement son utilisation. Le cramage de kérosène entre autres. Et le numérique... c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, je vous rassure, l'utilisation pendant 1 an d'un smartphone, ça émet moins de gaz à effet de serre qu'un seul avion qui décolle. Par contre, le souci, c'est la fabrication du matériel. Pour avoir un petit peu un ordre d'idée, on va prendre l'ordi que j'utilise actuellement pour faire le montage. Et bien, pour fabriquer cet ordi qui fait à peu près 2 kg, il aura fallu 600 kg de matières premières à extraire, des minéraux, des métaux rares, etc. 200 kg d'énergie fossile pour fabriquer l'ordi en lui-même, et à peu près 1 tonne d'eau usée. Et là, je vous parle que d'un type de matériel, hein. Mais si on prend en compte tous les ordis de 2 kg, toutes les télés, toutes les consoles, tous les smartphones, tous les data centers qui permettent de stocker toutes nos photos, même celles de Noël avec tonton qui fait la tronche tout au fond de la photo parce que soi-disant on peut plus rien dire, on peut même plus faire de blagues sur les... Ah bah oui, tout ça cumulé, ça fait beaucoup. Et si on schématise, on peut diviser les émissions de gaz à effet de serre du numérique à peu près comme ça. Un tiers des émissions pour la fabrication des équipements et aussi un peu des infrastructures, hein. Donc ça prend en compte toute la durée de vie du matériel, ça va de l'extraction des matériaux, en passant par l'assemblage, puis la livraison, jusqu'au moment où on jette tout l'équipement. Et les 2 tiers des émissions pour le fonctionnement des équipements en question, que ce soit pour votre smartphone ou pour l'alimentation des data centers qui tournent en continu. Donc du coup ça consomme. Trop malin le mec. Et vous savez à quoi ça sert aussi les serveurs dans les data centers? Eh ben entraîner les intelligences artificielles pour qu'elles soient le plus pertinent possible dans leur interaction avec les humains. Génère une image qui représente la relation actuelle entre les IA et les humains. Et les IA, parlons-en. Plus particulièrement les IA génératives, celles qui font du texte ou celles qui font des images, du son, etc. On arrive à faire des choses assez folles avec en un rien de temps, mais à quel prix? Et bah pour le moment, c'est pas très clair. Et c'est tout le problème. Les entreprises qui conçoivent les IA, elles sont assez opaques sur la façon dont elles consomment de l'énergie pour entretenir et développer leurs IA. Peux-tu me dire combien tu émets de CO2? Va te faire foutre. Outre le fait que c'est pas hyper sympa de donner aucune info, ça nous met complètement dans le flou sur l'empreinte carbone des IA. Heureusement, il y en a qui ont réussi à faire quelques analyses. En gros, si on cumule les milliers de serveurs nécessaires pour entraîner les IA et pour écrire une réponse pertinente à une demande d'un humain, on consommerait vachement plus d'électricité qu'une simple demande sur un moteur de recherche. Et si on commençait à tous remplacer nos recherches Google par des demandes à ChatGPT, en 1 an, on consommerait autant d'électricité que l'Irlande. Merci l'Irlande. Bon, il serait peut-être temps d'arrêter d'être de mauvaise foi aussi. Une IA générative, elle vous écrit un bouquin en 10 secondes, et dans ce même temps elle peut vous faire une peinture qui pourrait être exposée au Louvre, alors calmos. Oui mais ça doit consommer vachement d'énergie à produire en si peu de temps. Et un graphiste, quand il fait une illustration pendant des heures sur Photoshop, tu crois pas qu'il va pas utiliser de l'énergie en masse avec son ordi? Alors ça pourrait être un argument qui se tient, sauf que aujourd'hui on n'a aucune preuve de ce qui consomme le plus, de fabriquer une image sur Photoshop ou de faire appel à une IA. Encore une fois, avec un peu plus de données, on pourrait se faire un avis un peu pertinent. Mais on n'en a pas. Donc on n'a pas d'avis pertinent. Eh oui. Et même si une IA consommait beaucoup moins qu'un graphiste, le risque c'est que ça nous entraîne encore dans un effet rebond. Et je vous rappelle, les IA, ça a beau être artificiel, ça a en fait un côté très matériel. Et une IA comme ChatGPT, ça s'entraîne sur à peu près 2500 serveurs. Potentiellement des dizaines de milliers d'ordi. Et les serveurs, faut les fabriquer. Et je vous rappelle qu'il faut des centaines de kilos de matériaux juste pour un ordi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les serveurs, ils ont besoin d'être rafraîchis quand ils sont utilisés. Et quand on fait 10 demandes sur ChatGPT, ça consomme à peu près 1 litre d'eau. Si on résume à tous les utilisateurs de ChatGPT en 2023, ça représente à peu près 3 piscines olympiques de rafraîchissement. Pas mal. Et je vous rappelle qu'il faut aussi prendre en compte le fait que les serveurs ils tournent grâce à l'électricité. Et dans certains pays du monde, les serveurs sont alimentés par de l'électricité qui est faite avec des énergies fossiles, comme du gaz ou du charbon.
Et donc c'est dommage parce que, donc ça dépend comment on l'utilise, mais faut aussi savoir que les IA, ça peut potentiellement avoir un côté très bénéfique sur le climat. Par exemple, une des principales solutions pour sortir du réchauffement climatique, c'est d'arrêter d'utiliser du pétrole, du gaz, du charbon, tout ça. Donc ce serait cool de les remplacer par des énergies propres. Mais la grande majorité des énergies propres, c'est des énergies renouvelables, genre le solaire, l'éolien, tout ça. Et donc ça dépend beaucoup du climat. Les panneaux solaires c'est bien, sauf quand il y a des nuages. Les éoliennes c'est cool tant que t'as du vent. Et les barrages hydrauliques et le nucléaire, pourquoi pas, mais s'il y a plus d'eau, ça va être compliqué à utiliser. Donc il faudra pouvoir jongler en fonction du climat entre les différentes énergies propres pour nous alimenter en électricité. Donc bon, une des solutions ce serait d'utiliser un humain devant chaque éolienne pour savoir s'il y a du vent ou pas. Mais bon... Y a du vent. Y a plus de vent. Y a du vent. Y a plus de vent. Y a du vent. Y a plus de vent. Y a un petit peu de vent, un petit peu moins de... Ah, y a du vent. Ah non, y en a plus de vent. Y a du vent. Alors qu'une IA qui arriverait à capter et à analyser les phénomènes météorologiques, ça peut être quand même vachement plus efficace. Bon, dans 27 secondes, on sera sur un petit Mistral à 15 km/h suivi d'une simple juxtaposition de frontaux discordants. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on utilise l'énergie de l'éolienne pour alimenter le cuit-vapeur de Madame Michu à Saroc-sur-Loire. Ça vous va? Oui, mais donc, y a du vent ou y a plus de vent? Mais bon, faut faire gaffe parce que les émissions qui sont liées au numérique, ça peut passer de 4 à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc ça risque de doubler. Bon, après, si les humains passent tous aux énergies propres et que ça double, bah, le double de zéro, c'est toujours zéro, je crois. D'après mes calculs. Mais bon, on n'est pas naïf, à court terme, c'est pas tellement ce qui va se passer. Donc comme d'hab, la technologie c'est comme tout, ça dépend comment on s'en sert. Et aussi comment utiliser et optimiser les technologies qu'on a déjà. Et je vous rappelle, pour nous, l'objectif c'est de réduire notre empreinte carbone. Et pour ça, la technologie, les IA, tout ça, c'est juste des outils. Eh bah super, merci beaucoup. Bah oui, mais les outils sans les humains, ça sert pas à grand chose. Ma vie, ça n'a aucun sens. Bon donc on fait quoi? Est-ce qu'il serait pas temps d'agir maintenant pour le climat plutôt que d'attendre demain qu'il y ait des potentiels robots qui viennent nous aider? Parce que je crois qu'ils viendront pas. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Il y en a qui n'ont pas attendu, qui ont déjà commencé à se bouger. Récemment, j'ai eu la chance de discuter avec Corentin, qui est un des fondateurs du Low-Tech Lab. Le concept, c'est de trouver un peu partout autour du monde des idées de low-tech, c'est-à-dire des savoir-faire ou des technologies qui permettent de répondre à des besoins de base, mais de manière accessible, ça veut dire que ça peut être fabriqué ou réparé un peu partout dans le monde, et durable, c'est-à-dire des technologies qui sont respectueuses des humains et de la planète. Et donc le but du Low-Tech Lab, c'est de trouver ces innovations-là et de les diffuser, de les promouvoir pour que d'autres puissent les répliquer. Et pour donner un exemple un peu concret, il m'a parlé un petit peu des origines de son concept. Il y a 10 ans, je vivais au Bangladesh et j'ai découvert au Bangladesh qu'il y avait une ingéniosité qui naissait de la contrainte, parce qu'il y a énormément de contraintes au Bangladesh. Et donc il y a beaucoup de gens qui inventent des trucs utiles, mais avec les moyens du bord. Et j'avais essayé de faire un voyage de 6 mois sur un bateau, parce que à l'époque, je mettais au point des matériaux écolos pour des bateaux. Et j'ai fait un voyage de 6 mois avec un bateau en essayant de vivre en autonomie avec des low-tech. Et alors, est-ce qu'il a réussi à terminer son voyage de 6 mois? Et ça a complètement pas marché du tout. Mais c'est pendant ce voyage-là que je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens dans ma situation qui essayent de vivre avec les moyens du bord. Et ce serait cool de trouver un moyen de communication entre tous les gens qui ont des solutions et les gens qui cherchent des solutions. Et c'est comme ça. Et en ce qui concerne les IA, les data centers, tout ça, il a une vision assez intéressante. On n'est pas du tout contre le Tech Lab, ce type de technologie. C'est un vrai sujet de voir quelle est l'utilité des high-tech dans notre vision du futur. Pour moi, il y a carrément de la place pour des technologies qui sont très nouvelles, mais à partir du moment où elles sont bien utilisées. C'est un petit peu comme si tu regardais le monde des voitures et que tu te disais bon ben en fait les ambulances c'est hyper utile alors que les SUV en pleine ville ça l'est beaucoup moins. L'IA pour moi c'est la même chose, ça peut être utilisé mais il faut bien l'utiliser. Ce qui le préoccupe en revanche c'est sans doute à peu près la même chose que vous et moi. Vous savez on parle souvent de sobriété, du fait qu'il faut faire des sacrifices pour faire de l'écologie. Et puis le mot sobriété, pas génial. Je suis d'accord avec toi que le mot sobre ça fait un peu naze. En fait je trouve que le mot progrès à la base, il avait cette connotation, tu vois, quand on dit le mot progrès, on a l'impression que c'est un truc positif. Il faut juste un progrès qui nous amène vers un futur qui nous plaît et qui soit désirable et qui soit compatible avec les limites de la planète, c'est tout. Mais heureusement, même sur cette vision d'avenir, il y a déjà quelque chose. Il y a un mouvement qui s'appelle le solar punk. C'est vraiment l'idée que dans le futur, les humains s'associent avec la nature. C'est pas un retour en arrière, ils utilisent des nouvelles technologies, mais avec des énergies renouvelables, etc. Et c'est vraiment une vision d'un futur à la fois sexy et à la fois paraît sain, durable, etc. Alors, c'est une vision plutôt cool, mais est-ce que c'est quelque chose d'utopique ou on se dirige quand même un peu vers ça? Bon, cette société, c'est sûr, elle paraît un peu loin. Déjà, faudrait qu'on soit capable de revoir notre rapport à la technologie.
Ça tombe bien, je crois qu'il y a des gens qui sont un petit peu sur le coup. Le reconditionnement, c'est la remise à neuf. On répare pas les éléments vieux, on change ce qui a à changer, ce qui va permettre vraiment d'avoir un produit qui est presque comme neuf. J'ai eu la chance de visiter les ateliers d'Incertec, que je suspecte d'avoir servi de décor pour la série The Office. Non! Mais bon, plus concrètement, eux, ils récupèrent, ils réparent et ils reconditionnent du matériel informatique depuis maintenant... 25 ans. Cette année, c'est nos 25 ans. Donc techniquement, nous sommes un tout petit peu plus vieux que Google. Dans ta place, Google. Tu vas pas venir. Donc pendant que les losers de chez Google avaient même pas commencé à galérer dans leur garage, Incertec développait déjà un concept assez novateur. Le but premier, en fait, c'était vraiment d'avoir à la fois l'entreprise d'insertion et en même temps de rendre la technologie plus abordable dans un cycle de développement durable et social. Social parce qu'Incertec va aussi accueillir en formation des gens qui sont en insertion. Donc on va aider des jeunes adultes de 16 à 35 ans environ à justement à s'insérer dans le milieu de l'emploi. Donc sur une formation qui va durer 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, ils vont être formés, ils vont apprendre à reconditionner, assembler. Puis dans le lot, en fait, on a souvent donc soit qui retrouvent un emploi dans les mois suivants, on a d'autres qui reprennent les bancs de l'école. En tout cas, dans ceux qui terminent la formation, parce qu'après on a toujours aussi une partie qui arrête en chemin pour divers enjeux personnels et professionnels. Donc, En 2023, 39 personnes avaient suivi l'intégralité du cursus et 65% des formés ont retrouvé un emploi ou repris leurs études depuis. Alors certes, on aurait préféré 100% de réinsertion, mais c'est déjà très louable. Et ce qui est encore plus louable, c'est leur chiffre en termes d'empreinte carbone. En 2023 toujours, ils ont évité à 190 tonnes de matériel de finir à la décharge. À la même occasion, il y a environ 6000 appareils qui ont été reconditionnés et à peu près 4000 réparés. Grâce à ça, c'est quasiment 4500 tonnes d'émissions de CO2 qui ont pu être évitées, soit environ 2500 vols aller-retour Paris-New York, ou la consommation annuelle d'un demi-Bernard Arnault. C'est fou, non? Bon bah pas mal, il y a déjà une première piste, mais je crois qu'on peut aller encore plus loin. Au Québec, il y a aussi Loufa, c'est une entreprise qui fait des livraisons de courses à domicile, mais pas que. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vient foutre l'alimentation dans un épisode sur la technologie et ses émissions? Vous allez voir que dans leur démarche, ils sont assez conscients des impacts technologiques. Si le consommateur ajoute une caisse de tomates cocktail dans son panier, nous, on va la récolter le soir, puis on va la livrer le lendemain. Bon, vous voyez, en ville et surtout dans les zones industrielles, il y a souvent des gros bâtiments avec des toits qui servent à rien. Bah eux, ils se sont dit, viens, on met des serres. Si on a vraiment créé un hub d'agriculture, on a des bureaux au premier étage, le centre de distribution au deuxième, on a une ferme intérieure, puis on a la serre en haut. On a vraiment une mission de révolutionner un peu le système alimentaire. Donc, c'est pourquoi pas justement trouver une manière de réduire un peu le cycle d'approvisionnement. Donc, pourquoi pas utiliser des endroits en ce moment qui sont inutilisés comme des toits, puis y installer des serres en fait, pour s'assurer justement d'avoir une disponibilité à l'année à côté des consommateurs. Et les consommateurs, ils sont à peu près 30 000 à se faire livrer chaque semaine. Et je peux vous dire que pour remplir leur panier, ça demande de l'espace. La preuve, la serre que j'ai eu la chance de visiter dans une tenue décontractée faisait l'équivalent de 3 terrains de foot. Et juste pour des plants de tomates, hein. Et en 2023, c'était même la plus grande serre urbaine au monde. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour entretenir l'équivalent de 3 terrains de foot de plants de tomates? On est conscient du défi énergétique d'avoir une serre qu'on doit chauffer quand il fait parfois jusqu'à moins 30. C'est là qu'on utilise plusieurs autres manières de rendre ça plus efficace énergétiquement. Et pour ça, ils ont donc plusieurs solutions. En hiver, 30% de la chaleur vient du chauffage du bâtiment lui-même. Le reste, ça va surtout être du chauffage au gaz, en attendant d'avoir mieux. Mais ces serres sur les toits, elles ont quand même plusieurs avantages indirects. En été, ça permet qu'il y ait du soleil moins direct, donc ça réduit un peu les coûts de climatisation pour les bureaux. Puis en hiver, évidemment, on utilise tout le chauffage qu'il faut chauffer ici. On utilise aussi les rideaux qui sont comme thermiques, qui permettent de perdre moins de chaleur. Donc on met vraiment plusieurs applicatifs pour s'assurer que ça soit la manière la plus efficace. Et être efficace, c'est assez indispensable quand faut gérer les centaines de produits en vente sur leur site avec leurs autres partenaires et leur volonté de fournir des produits de première fraîcheur. Donc sans une bonne gestion, c'est un peu compliqué. Mais ils restent optimistes sur les avancées technologiques. Mais sinon, après, c'est tout ce qui est la technologie des serres. Il y a vraiment des avancées qu'on est en train de regarder parce que ça va être intéressant d'avoir des modèles, quelque chose de plus automatisé et qui va assurer des meilleures récoltes, en fait. Bon, mais avec ça, on s'en rapproche du solarpunk? Alors concrètement, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de limites pour être parfaitement neutre en empreinte carbone. Mais au moins, il y a cette envie d'aller sur quelque chose de mieux, quoi. Puis imaginez les tomates sur le toit de Paris, peut être pas mal, hein. Bon, et des exemples comme ça, je peux en trouver encore plein d'autres. Et si je fais ça, l'épisode, il dure beaucoup trop longtemps. Mais ça nous permet quand même de conclure qu'en termes de ressources, là, le numérique et les technologies, ils sont un peu à la croisée des chemins. Soit on reste sur la logique des 30 dernières années, on fonce dans le tas, on consomme en masse, et on réfléchit pas aux conséquences pour les générations futures, on s'en fout. Soit on explore d'autres solutions, avec des technologies qui sont pensées pour prendre en compte aussi le monde qui nous entoure. Et donc les limites de notre planète. Sachant que maintenant, on le sait, des solutions, il y en a de partout. Il suffit juste d'aller voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez un petit peu plus appris sur le monde de la tech. Ça, la partie ringard, c'est fait, alors... Bon oui, c'est quand même assez positif, il y a quand même des solutions, des initiatives qui commencent à se créer un petit peu partout dans le monde. Bon, il y a plein de trucs à faire encore, mais au moins ça donne de l'espoir pour la suite. Et ce qui donne d'ailleurs aussi de l'espoir pour la suite, c'est vous. La partie ringard là aussi, c'est fait... Bon, en vrai, c'est complètement dingue ce qui arrive. Apparemment, d'après YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier.
C'est trop chelou. Mais donc merci beaucoup à vous, vraiment. Si d'ailleurs vous avez envie et que vous le pouvez, n'hésitez pas à passer sur KissKissBankBank pour aider à soutenir la chaîne. Ça vous donnera potentiellement l'occasion d'apparaître dans un épisode en dessin, comme cette personne là. Et aussi j'essaie d'être régulièrement sur Twitch et j'ai découvert que vous étiez tous plus créatifs les uns que les autres. Ensuite, je collecte tous vos dessins là, hop. Vous êtes magique. C'est incroyable. Donc venez faire un coucou de temps en temps, ça fait plaisir. Bon, et je vais être complètement honnête, pour cet épisode, vous l'avez compris, je me suis pas mal inspiré d'une conversation que j'ai fait avec ChatGPT. Et j'ai noté, j'ai fait à peu près 20 demandes. Donc j'ai 2 litres d'eau à boire pour rattraper le coup. Donc bah, je vous laisse là-dessus. Allez, bisous. Non mais cassez-vous là, c'est bon.